Donc, bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Mon nom est Alexandrine Huot et je suis conseillère industrielle au Bureau de normalisation du Québec, le BNQ. Il nous fait plaisir de vous avoir avec nous ce matin pour pouvoir vous présenter la norme BNQ 3009-500 qui porte sur les pratiques d'inspection de bâtiments d'habitation en vue d'une transaction immobilière. Avant de commencer, je vais avec quelques instructions sur le déroulement du webinaire. Tout d'abord, sachez que le webinaire est enregistré. Donc, on va être en mesure de vous faire parvenir dans les prochaines semaines l'enregistrement ainsi que la présentation. Je vous mentionne aussi qu'il y a une période de questions qui est prévue à la fin du webinaire. Donc, on se réserve 15 minutes pour répondre aux questions. Vous pourrez poser vos questions en utilisant l'onglet questions-réponses de la plateforme Zoom ou encore l'onglet Q&A si vous êtes configuré en anglais. Je mentionne également qu'on va seulement répondre aux questions qui portent sur la norme BNQ 3009-500. Donc, si vos questions concernent plus la réglementation, on va vous l'indiquer et on ne répondra pas à ces questions-là dans le cadre du webinaire d'aujourd'hui. Donc, comme on a une période de réservée, on vous encourage fortement à vous concentrer sur le contenu de la présentation. Si advenant qu'on manquerait de temps pour répondre à l'ensemble des questions qui nous seraient posées, eh bien, sachez que le BNQ va répondre aux questions par écrit. Donc, on a déjà là, sur notre site Web un document questions-réponses. Donc, on va utiliser les questions qui seront restées en suspens pour le bonifier. On vous avisera là également par courriel quand le document questions-réponses sera mis à jour. Pour lancer la séance, j'invite tout d'abord le ministre du Travail, M. Jean Boulet, ainsi que M. Michel Baudouin, qui est président directeur général de la Régie du bâtiment du Québec, à nous dire un mot. Est-ce qu'on peut partager la vidéo, s'il vous plaît? Excuse-moi. Bonjour à toutes et à tous. En tant que ministre du Travail et responsable de la Régie du bâtiment du Québec, c'est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire. Je suis ravi de savoir qu'un très grand nombre de participants assistent à cet événement organisé par le Bureau de normalisation du Québec, organisme que je salue chaleureusement. Comme vous le savez, la rencontre à laquelle vous allez assister concerne la norme sur les pratiques pour l'inspection d'un bâtiment d'habitation. Que vous soyez inspecteur ou que vous travaillez dans un domaine connexe, par votre présence, vous participez concrètement au rehaussement des pratiques de cette importante profession. Vous continuez ainsi à offrir une meilleure protection du public. Merci pour votre implication. Je vous souhaite une formation enrichissante. À bientôt. Bonjour, je suis très heureux de m'adresser à vous aujourd'hui. La Régie du bâtiment du Québec est fière d'avoir contribué à l'élaboration de cette toute première norme de pratique pour l'inspection en vue d'une transaction immobilière qui a été publiée en juillet 22. Rappelons que la RBQ a mandaté le Bureau de normalisation du Québec afin de réaliser cette norme dans le but d'harmoniser et de rehausser les pratiques d'inspection de bâtiments d'habitation. Dès le début de la réflexion, toutes les personnes rencontrées nous ont dit à quel point il était essentiel d'avoir une norme québécoise unifiée afin de protéger le public. Cette étape marque donc un important pas dans l'encadrement en matière d'inspection. Je profite de l'occasion pour saluer l'implication de nos collègues du comité. Leur travail rigoureux a permis d'arriver à ce consensus. Sa réalisation a été rendue possible grâce à la mobilisation de tous les partenaires. Cette première sera appelée à évoluer au fil du temps. L'équipe de la RBQ continue quant à elle ses travaux pour l'encadrement de la fonction d'inspecteur en bâtiment par un mécanisme de certification tenant compte de cette nouvelle norme. Votre participation aujourd'hui démontre votre intérêt à adopter les meilleures pratiques
et ce, au bénéfice des citoyens qui auront recours à vos services. La RBQ est fière d'être partenaire de cette initiative. Bonne formation! Pour compléter, on va également laisser place à Mme Julie Conseiller, qui est directrice du Bureau de normalisation du Québec. Bonjour, moi aussi, je suis contente de voir la grande participation au webinaire aujourd'hui. Alors, je suis ici pour vous rappeler que le BNQ, c'est l'organisme d'élaboration de normes reconnu au Canada. Il a pour objectif premier de contribuer au développement des meilleures pratiques. C'est le mandat de la RBQ qui a permis d'établir la référence dans le domaine de l'inspection des bâtiments d'habitation au Québec avec la nouvelle norme BNQ 3009-500. La mise en application de la norme permettra de rehausser la qualité des services rendus par les inspecteurs en bâtiment et d'assurer que leurs clients, les courtiers, les assureurs comprennent bien ce qu'est une inspection et l'information qu'elle permet d'obtenir, tout en assurant la protection de la sécurité des inspecteurs et de leurs clients. Les différents membres de comités de normalisation représentant les intérêts du milieu se sont investis dans l'élaboration de la norme pendant plusieurs mois et nous les remercions chaleureusement pour leur engagement. Grâce à leur expertise et celle de nombreux collaborateurs, la norme représente le consensus sur la démarche d'inspection à adopter. Nous soulignons également l'apport de ceux et celles qui ont participé à la consultation publique pour améliorer le document et assurer sa pertinence. Je tiens également à remercier ceux qui ont organisé le webinaire aujourd'hui et un merci spécial à Danielle Allard, la gestionnaire du projet norme. Par votre présence en très grand nombre ce matin, nous constatons l'intérêt que suscite cette nouvelle référence et nous en sommes très heureux. La norme vivra grâce à vous qui la mettrez en application dans votre quotidien pour faire évoluer les pratiques de votre industrie. C'est pourquoi il nous fait plaisir de vous offrir ce webinaire d'information. Bonne écoute! Donc maintenant, pour mieux comprendre la démarche d'inspection qui est proposée par la norme, on a aujourd'hui avec nous Mme Danielle Allard. Donc, comme on le mentionnait, la personne qui était en charge de coordonner les travaux d'élaboration de la norme BNQ 3009-500. Donc, avec son expertise et ses expériences en normalisation, elle pourra certainement venir clarifier là, quelques éléments de la démarche proposée par la norme. Donc, sans plus attendre, j'invite Mme Allard à entrer dans le vif du sujet. Donc, merci Alexandrine. Nous allons commencer cette présentation. Comme on vous l'a mentionné, c'est moi qui étais responsable de la coordination des travaux d'élaboration de la norme. Ce travail-là, c'est vraiment un travail de coordination et n'aurait pas été possible sans la collaboration des membres du comité, collaboration que je souligne, qui a été exceptionnelle à tout point de vue. Donc aujourd'hui, sur quoi va porter la présentation? D'abord, je vais faire une brève introduction pour vous parler des rôles et des services du BNQ, du contexte d'élaboration du projet de norme. Ensuite, je vais vous parler du contenu de la norme, puis en conclusion, il y aura la période de questions. Au niveau du contenu de la norme, je voudrais seulement souligner à ce point-ci, je ne vais pas vous relire la norme. On s'attend à ce que vous l'ayez lu avant de participer à ce webinaire. Donc, je vais surtout vous amener des précisions par rapport à ce que la norme contient. Donc, les rôles et services du BNQ. Le BNQ, c'est un organisme d'élaboration de normes qui est accrédité par le Conseil canadien des normes, donc il fait partie du système national de normalisation. Le BNQ lui-même est un organisme qui a été créé en 1961, donc il a plus de 60 ans d'existence. Il est actuellement une unité administrative au sein d'Investissement Québec. Il y a plus de 70 employés au BNQ, sans compter environ 70 sous-traitants aussi qui collaborent à différents niveaux au rôle du BNQ, qui est de contribuer à l'essor économique et social du Québec
en offrant des certifications et des normes dont les entreprises ont besoin dans leur secteur d'activité pour être plus compétitives. Quelques mots sur le processus d'élaboration d'une norme. Donc, le processus qui est utilisé par le BNQ, c'est un processus qui répond aux exigences du Conseil canadien des normes. Et les principales étapes, donc tout d'abord, la personne responsable du dossier, le normalisateur, va préparer un document préliminaire et va s'assurer de former un comité qui est équilibré en termes de fournisseurs et fabricants. Donc, dans ce cas-ci, on parle plus en termes d'inspecteurs en bâtiment, de consommateurs et d'utilisateurs du service qui est offert par les inspecteurs en bâtiment et un groupe d'intérêt général. Donc, une fois que le document préliminaire est prêt, que le comité a été formé, qu'il est équilibré, l'étude en comité va commencer et là, on va, à partir du document préliminaire, mais surtout à partir des discussions qui vont avoir lieu en comité, établir ce sur quoi la norme va porter et ce qu'elle va contenir. Une fois que le comité est raisonnablement satisfait du travail qu'il a fait, on va procéder à une consultation publique. Cette consultation publique, elle a eu lieu à l'été 2021 et on va recueillir les commentaires des gens du public sur le projet de norme pour ensuite revenir en comité et apporter les modifications nécessaires. On procède ensuite à un vote au sein des membres du comité et c'est seulement lorsque le vote est favorable qu'on peut procéder à la publication de la norme. Dans ce cas-ci, une norme qui est de portée provinciale, mais le BNQ fait aussi des normes qui peuvent avoir une portée nationale. Et une norme, comme M. Baudouin l'a mentionné, c'est un document qui est vivant. C'est un document qu'on va revoir périodiquement ou selon des fréquences déterminées ou qu'on va revoir s'il y a des problèmes qui, lors de la mise en application, deviennent évidents. Donc, le contexte du projet de norme. Ici, au Québec, on avait, vous pouvez reconnaître là, les documents de différentes associations d'inspecteurs en bâtiment qui sont toujours utilisés, mais qui ont servi de base à l'élaboration du projet, à l'élaboration de la norme du BNQ, excusez-moi. On a aussi au Canada une norme nationale du Canada qui a été élaborée par la CSA, qui est la norme CSA A770. Mais ce qui a été constaté, c'est que cette norme-là n'était pas du tout utilisée au Québec. Donc, elle ne répondait pas aux besoins du Québec en matière de description du rôle de l'inspecteur en bâtiment. Il y a aussi eu au Québec l'adoption en décembre 2019 du projet de loi 16, qui est un projet de loi qui est venu conférer un pouvoir réglementaire, notamment un pouvoir réglementaire à la Régie du bâtiment du Québec en matière d'encadrement des inspecteurs en bâtiment. Et c'est dans le cadre de ces nouvelles responsabilités que la Régie du bâtiment du Québec a mandaté le Bureau de normalisation du Québec pour en arriver à l'élaboration de la norme BNQ 3009-500 qui a été publiée en juillet 2022. Donc, je vais donc passer au contenu de la norme. Donc, l'objet de la norme, c'est de fournir, en fait, l'objet de l'inspection qui est réalisée par un inspecteur en bâtiment. Excusez-moi, j'ai accroché le bouton, désolé. Donc, c'est de fournir à un requérant une appréciation de l'état au moment de l'inspection
d'une partie ou de l'ensemble d'un bâtiment d'habitation situé au Québec. Je voudrais juste souligner à ce moment-ci, vous voyez que le mot bâtiment d'habitation, il est surligné. Vous allez voir ça à différents moments au cours de la présentation. Je ne vais pas toujours vous le souligner, mais quand un terme est surligné de cette façon, c'est que vous êtes invité à revoir la définition qui apparaît dans la norme parce qu'elle est importante pour comprendre ce dont on parle tout au long du document. Donc, en fait, la définition de bâtiment d'habitation, ce qu'elle nous dit, elle nous dit que c'est un immeuble dont au moins une unité privée est une unité d'habitation. Donc, on a un bâtiment d'habitation. Pour qu'on puisse l'appeler bâtiment d'habitation, j'ai une unité privée qui est une unité d'habitation. Est-ce que je peux avoir dans ce bâtiment-là d'autres unités? Oui, il peut y avoir des unités à vocation commerciale et les mêmes principes d'inspection vont s'appliquer tant pour l'unité d'habitation que pour les unités à vocation commerciale. Mais si on a un bâtiment qui ne comporte aucune unité d'habitation, ce n'est pas un bâtiment d'habitation au sens de la norme. La notion d'unité privée, elle est aussi importante pour définir les catégories de bâtiments d'habitation parce qu'il peut y avoir dans la norme des règles qui sont différentes selon qu'on est face à un bâtiment d'habitation qui est de catégorie 1, donc un bâtiment d'habitation qui comporte de 1 à 6 unités privées ou un bâtiment d'habitation de catégorie 2, excusez-moi, qui comporte plus de 7 unités privées. 7 unités privées ou plus, devrais-je dire. Donc, la portée de la norme, excusez-moi, elle va s'établir, en fait, l'inspection, elle va être différente selon l'objet de la transaction immobilière. Si on parle d'un bâtiment d'habitation, donc un objet de transaction immobilière, si c'est le bâtiment d'habitation qu'un acquéreur souhaite acquérir, donc l'inspection, elle va porter sur le bâtiment d'habitation, sur l'ensemble du bâtiment d'habitation et sur là où les unités privées de ce bâtiment d'habitation. Par contre, si l'objet de la transaction immobilière est une unité privée, et là aussi, je vous invite à voir ce qu'est une unité privée. Bien, on en a déjà parlé, là, donc l'unité privée, c'est soit une unité d'habitation, soit une unité à vocation commerciale. Donc, l'unité privée comme telle va être inspectée. De même que les structures attenantes à l'unité privée, et la définition de structure attenante nous dit que c'est tout ce qui est rattaché de façon permanente à l'unité privée, ainsi que les parties communes du bâtiment d'habitation, sauf si le requérant décide de ne pas les faire inspecter en tout ou en partie. Donc là, il va y avoir une discussion entre l'inspecteur en bâtiment et le requérant pour établir si, jusqu'à quelle mesure l'inspecteur en bâtiment, jusqu'où il doit aller dans l'inspection des parties communes ou si elles sont exclues en tout ou en partie. La norme, ce sur quoi elle ne porte pas, il y a plusieurs choses, en fait. Elle ne porte pas sur les activités qui sont réservées aux membres des ordres professionnels que sont l'Ordre des ingénieurs du Québec, l'Ordre des architectes du Québec, l'Ordre des technologues professionnels ou des corporations comme la Corporation des maîtres électriciens du Québec, la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec. Elle ne porte pas non plus sur les inspections pré-réception qui sont faites dans le cadre d'un programme de garantie programme de construction résidentielle. Elle ne porte pas non plus sur les inspections qui serviront à établir les carnets d'entretien ou les attestations du syndicat de copropriété, dans le cas des copropriétés divises. Elle ne porte pas non plus sur les expertises techniques qui pourraient être recommandées ou nécessaires suite à l'inspection. Elles ne permettent pas d'établir la conformité à un code, à une norme, à un règlement. Elles ne visent pas les inspections quinquennales dans les coopératives d'habitation.
ni l'utilisation d'appareils qui requièrent une formation ou une qualification particulière, soit pour l'utilisation de l'appareil, soit pour l'interprétation des résultats. Et la norme ne porte pas non plus sur les services supplémentaires qui pourraient être offerts par un inspecteur en bâtiment. Donc, les services supplémentaires, ce sont ceux qui vont au-delà de ce que prescrit la norme. La préparation à l'inspection. Première étape dans la relation entre l'inspecteur en bâtiment et le requérant, il y a l'établissement d'un contrat de service. Excusez-moi. Ce contrat de service-là, il n'y a pas de forme qui est prescrite. Cependant, la norme établit que peu importe le contrat de service qui est utilisé par, excusez-moi, l'inspecteur en bâtiment, le contrat de service doit contenir 4 éléments essentiels. Il doit d'abord permettre d'établir le délai maximal pour que l'inspection soit réalisée et que le rapport d'inspection soit remis au requérant. Le contrat de service doit aussi prévoir un endroit où le requérant pourra donner, s'il le désire, son autorisation expresse pour qu'un rapport d'inspection lui soit remis en format électronique. Le contrat de service doit aussi contenir un endroit où le requérant pourra établir clairement s'il souhaite que les parties communes d'un bâtiment d'habitation, dans le cas où l'objet de la transaction est une unité privée, s'il souhaite que les parties communes du bâtiment d'habitation soient inclus en tout ou en partie. Et le contrat de service doit aussi prévoir fournir un lien pour l'obtention d'un exemplaire de la norme en format électronique ou des instructions pour obtenir un exemplaire en format papier. Et je souligne que ces documents-là doivent être obtenus par l'entremise du Bureau de normalisation du Québec qui détient les droits d'auteur sur la norme BNQ 3009-500. Et ce n'est pas un élément essentiel du contrat de service, ça fait plutôt partie de la discussion entre l'inspecteur en bâtiment et le requérant. On s'attend à ce que l'inspecteur en bâtiment va souligner l'importance que le requérant obtienne la norme et qu'il en prenne connaissance, de façon à connaître ce que l'inspection va lui permettre de savoir sur le bâtiment, mais aussi ce qu'elle ne lui permettra pas de savoir par rapport au bâtiment d'habitation qui est inspecté ou à l'unité privée qui est inspectée. On demande aussi à l'inspecteur en bâtiment de s'assurer que les personnes qui sont concernées par l'inspection soient informées de cette inspection-là. On parle, par exemple, des propriétaires de l'unité privée ou du bâtiment d'habitation. Selon le cas aussi, ça peut être le syndicat de copropriété ou la coopérative de propriétaires. Dans le cas le syndicat de copropriété, dans le cas d'un bâtiment en copropriété divise. S'il y a des locataires, ce que nous disent les articles du Code, les articles 1931 et 1932 du Code civil du Québec nous disent que quand il y a des locataires qui habitent soit le bâtiment d'habitation, soit l'unité privée, ben, ils doivent être informés du moment de l'inspection. Ce n'est pas une option, ils doivent être informés. Et il convient aussi que toute autre personne qui a un droit sur l'unité privée ou le bâtiment d'habitation soit informée. La norme contient une annexe, qui est l'annexe B, qui est un formulaire que le requérant à qui l'inspecteur peut demander
C'est-à-dire que l'inspecteur peut demander au requérant de remettre à l'une ou l'autre de ces personnes-là pour l'informer du moment où l'inspection va avoir lieu. Et ça donne aussi, ce formulaire-là va donner certaines indications aux personnes concernées concernant le fait que pour que l'inspection soit efficace, les endroits dégagés, les endroits encombrés devraient être dégagés, les meubles qui bloquent pour empêcher l'inspecteur d'ouvrir, de faire son travail devrait être déplacé, etc. L'inspecteur en bâtiment doit aussi demander au requérant de lui fournir certains documents préalablement à l'inspection. Dans tous les cas, l'inspecteur en bâtiment doit s'assurer d'obtenir un accès à la déclaration du vendeur. Excusez-moi. Dans le cas d'une transaction immobilière qui est faite par l'entremise d'un courtier immobilier, la déclaration du vendeur sera contenue sur un des documents de l'OACIQ, l'Office d'autoréglementation des courtiers immobiliers du Québec, soit le document DV pour les bâtiments d'habitation qui ne sont pas des bâtiments d'habitation en copropriété divise, ou le document DVD pour les bâtiments d'habitation en copropriété divise. S'il n'y a pas de courtier immobilier impliqué dans la transaction, ce qui est recommandé, c'est que le formulaire qui apparaît à l'annexe F de la norme, la déclaration du vendeur, soit utilisée. Et donc, elle soit remplie avant la réalisation de l'inspection. L'inspecteur en bâtiment doit aussi demander un accès aux autres renseignements qui pourraient être disponibles sur le bâtiment d'habitation. On pense, entre autres, aux documents aux inspections qui ont été faites dans le cadre des garanties de construction résidentielle, au rapport d'inspection ou au rapport d'expertise des 5 années antérieures et évidemment la déclaration du vendeur c'est-à-dire, oui, la déclaration du vendeur, on en a déjà parlé, je voulais plutôt parler de la demande de renseignement au syndicat de copropriété, qui est un document de l'OACIQ, ou les formulaires, dans le cas de bâtiment de catégorie 2, le formulaire de l'annexe D ou, si c'est une coopérative d'habitation, le document de l'annexe E. Donc, l'annexe D, juste pour préciser un peu de quoi il s'agit. Donc, c'est un formulaire qui a été établi par le comité de normalisation et qui vient rappeler la règle qui existe, par exemple, par rapport au système de détection et d'alarme incendie. Donc, l'inspecteur en bâtiment va devoir aller vérifier celui qui s'applique au bâtiment visé par l'inspection. Et la personne qui répond, elle va spécifier à quelle date la dernière vérification du système d'alarme incendie a été faite. Est-ce qu'il y avait des corrections nécessaires qui avaient été identifiées? Puis est-ce que ces corrections-là ont été apportées ou non, ou seulement en partie. Et ça va permettre à l'inspecteur en bâtiment de dire, bon, si l'exigence est de une inspection quinquennale, mais que le dernier rapport de vérification a plus de 6 ans, bien là, il y a un petit drapeau à soulever par l'inspecteur en bâtiment pour dire, bien, il y a une règle qui n'est pas respectée. Et ça va, et ainsi de suite, pour tous les éléments qui sont mentionnés dans l'annexe D. Et l'annexe E pour les coopératives qui s'appliquent dans les cas de coopératives de propriétaires s'établit et bâti de la même façon. Donc, on rappelle l'exigence et selon les réponses qui sont données, l'inspecteur va être en mesure de voir s'il y a un petit drapeau à soulever ou pas pour la personne qui envisage d'acquérir soit le bâtiment d'habitation, soit l'unité privée dans le bâtiment d'habitation.
Les autres considérations pour la préparation à l'inspection. Donc, la norme, c'est qu'elle demande, elle demande que le temps que l'inspecteur en bâtiment s'assure de consacrer le temps nécessaire pour la mise en œuvre des exigences de la norme. Donc, c'est toujours l'inspecteur en bâtiment, selon ce qu'il aura à inspecter, qui va être en mesure de déterminer quel temps va devoir être consacré, ce que ça peut représenter comme coût. En termes de présence lors de l'inspection, vous aurez noté que la norme établit que l'inspecteur, qu'il convient que le requérant assiste à l'inspection. Pourquoi on dit il convient? Parce que on ne peut pas exiger, une norme ne peut pas créer des exigences pour un tiers. Et donc, les exigences de la norme, elles sont pour l'inspecteur en bâtiment. Donc, il y a des cas où il n'est pas toujours possible que le requérant assiste à l'inspection. Dans le cas, par exemple, où il est dans une réunion, dans un endroit qui est éloigné. Il y a plusieurs situations qui peuvent faire en sorte que le requérant ne peut pas assister à l'inspection. Même chose pour le propriétaire du bâtiment d'habitation, donc celui qui vend le bâtiment d'habitation. Il est possible qu'il ne puisse pas être présent, mais l'inspecteur en bâtiment va indiquer au requérant qu'il serait préférable que le propriétaire soit présent, puis on verra pourquoi plus tard. Et l'inspecteur en bâtiment doit noter les noms des personnes qui ont assisté à l'inspection, celles qui l'ont suivi, donc celles qui l'ont suivi tout au long de l'inspection, et de même que celles qui étaient présentes sur les lieux lors de l'inspection. Donc, l'inspecteur en bâtiment aura recommandé au requérant de bien lire, d'obtenir la norme et de bien la lire avant l'inspection. Et ce qu'on lui demande, c'est, avant de débuter l'inspection, de vérifier ce que le requérant a compris. Est-ce qu'il l'a lu ou non? Est-ce qu'il a des questions? Est-ce qu'il comprend bien que l'inspection ne pourra pas apporter toutes les réponses et que dans certains cas, il pourra lui être recommandé d'aller chercher de l'information additionnelle ou même de faire réaliser des expertises techniques. Par rapport au déplacement d'objets, on a techniquement, il y aura eu le formulaire qui aura été remis aux différentes personnes concernées. Dans certains cas, il se pourrait qu'il reste des choses qui bloquent et c'est là que l'inspecteur en bâtiment devrait demander au propriétaire du bâtiment, s'il est présent sur les lieux, s'il est disponible lors de l'inspection, de les déplacer. Dans le cas où il n'est pas capable de les faire déplacer, il y a toujours une question, ce qui a été beaucoup discuté en comité, il y a toujours une question d'assurance. Est-ce que l'assurant va indemniser l'inspecteur en bâtiment qui prévoit déplacer un objet et qui, par mégarde, l'échappe? Donc, ça, c'est à vérifier par l'inspecteur auprès de son assureur. Mais s'il y a des objets qui bloquent et que ça soulève un doute, surtout si ça soulève un doute, c'est le rôle de l'inspecteur de le mentionner à son rapport. Il y avait à tel endroit une armoire qui semblait, qui bloquait quelque chose. Je n'ai pas pu voir le mur derrière, donc, excusez-moi. Donc, ce doit être mentionné au rapport d'inspection. Et c'est la responsabilité de l'inspecteur en bâtiment en tout temps de s'assurer qu'il ne compromet pas sa sécurité ou son intégrité physique, ni celle des personnes qui sont présentes sur les lieux. Une chose que j'ai oublié de mentionner aussi par rapport aux présences lors de l'inspection. Le comité n'a pas voulu intervenir sur le nombre de personnes qui doit être présent lors de l'inspection. Par contre, ce qu'on dit, c'est que
l'inspecteur en bâtiment doit en tout temps s'assurer de garder le contrôle sur le déroulement de l'inspection. Donc, s'il y a des éléments qui dérangent, s'il y a trop de personnes, c'est à l'inspecteur en bâtiment de gérer ça et de s'assurer que lui est toujours en contrôle du déroulement de l'inspection. Ce qui nous amène, une fois que tous les préparatifs sont faits, ce qui nous amène à la réalisation de l'inspection proprement dite. Donc, l'inspection, elle se fait par différents moyens à mettre en œuvre. L'un de ces moyens-là, puis on va y revenir, c'est l'examen attentif. L'examen attentif des systèmes, donc, je vous invite à voir la définition des composantes du bâtiment d'habitation, notamment celles qui sont observables. Encore là, je vous invite à voir la définition. L'examen attentif des structures attenantes. Ça peut être un garage qui est rattaché à la maison dans le cas de l'inspection d'une maison. Ça peut être un cabanon qui est rattaché à la maison, mais on parle toujours de structures qui sont attenantes. Et on veut aussi que l'inspecteur en bâtiment soit en mesure d'identifier et qu'il porte une attention aux éléments qui sont susceptibles d'endommager les parties du bâtiment d'inspection qui sont visées par l'habitation, par l'inspection, je m'excuse. Donc, il y a un arbre qui est trop près de la maison, il ne fait pas partie de la maison, mais il pourrait endommager la maison. L'inspecteur en bâtiment doit en tenir compte lorsqu'il fait son inspection. On demande aussi, pour certains appareils observables, à l'inspecteur en bâtiment d'apprécier leur état de fonctionnement. Et on y reviendra sur la façon dont ça se fait. Et on demande aussi à l'inspecteur en bâtiment de consulter des renseignements qui sont disponibles concernant le bâtiment d'habitation ou l'unité privée qui l'inspecte. Et on parle des documents qui sont obtenus en temps utile. C'est bien ce qu'on veut dire par obtenu en temps utile, c'est qu'il y a un délai entre le moment où le contrat est signé et le moment où l'inspection va se réaliser. Mais si l'inspecteur en bâtiment n'obtient ces documents-là qu'une heure avant de réaliser son inspection, bien, il va devoir le mentionner à son rapport d'inspection qu'il n'a pas été en mesure d'analyser tous les documents qu'il aurait dû avant de réaliser son inspection parce qu'ils ne lui ont pas été remis en temps utile. Et parmi les autres moyens à mettre en œuvre au moment de l'inspection, il y a la collecte des preuves objectives. Donc, ça peut être des photographies qu'on prend, ça peut être des courriels qui ont été échangés entre le requérant et l'inspecteur en bâtiment, des notes que l'inspecteur va prendre au moment de l'inspection, des mesures aussi qu'il va prendre pour appuyer ce qu'il observe lors de son examen attentif, de l'appréciation d'état de fonctionnement qu'il effectue. L'examen attentif. Pourquoi on utilise le terme examen attentif? Bon, on dit dans la définition, ce que vous allez voir, on parle, oui, d'une vérification visuelle, mais ce n'est pas uniquement ça. Ce n'est pas juste de regarder sommairement ce qui se passe, ce qu'il observe dans une pièce. On veut que l'inspecteur en bâtiment, qu'il observe, oui, attentivement, qu'il touche, qu'il écoute aussi. Est-ce que quand je mets un appareil en marche, est-ce que j'entends des bruits qui me soulèvent un doute? Est-ce qu'il y a des odeurs? Est-ce qu'il y a une odeur de brûlé quand on fait démarrer le système de climatisation et de ventilation du bâtiment d'habitation? Et il y a aussi lieu que l'inspecteur en bâtiment utilise des instruments usuels. Les instruments usuels, ils sont définis comme des objets d'usage courant, mais surtout des objets pour lesquels il n'est pas nécessaire d'avoir suivi une formation particulière ou d'avoir soit pour utiliser cet instrument-là ou pour en interpréter les résultats. Donc, quand je prends une mesure avec un ruban à mesurer,
Ça ne demande pas de formation particulière. Si j'utilise un appareil pour vérifier l'humidité, ça ne demande pas de formation particulière pour lire le chiffre que le détecteur d'humidité va donner. Je reviens sur le terme observable parce qu'il est quand même au centre de ce qu'on demande à l'inspecteur en bâtiment. Donc, ce qui est un observable, là, on parle des caractéristiques d'un système, d'une composante ou d'un appareil. Donc, on parle de ceux qui sont installés de façon permanente, ceux qui sont situés dans des endroits accessibles, et je vous invite aussi à voir la définition de ce qu'est un endroit accessible. Donc, c'est ce qui peut être vu, touché ou examiné sans qu'il soit nécessaire de déplacer des objets, sans que ça compromette la sécurité ou l'intégrité physique de l'inspecteur en bâtiment ou des autres personnes présentes, soit sans qu'il soit nécessaire de démonter ou d'ouvrir l'appareil, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des équipements ou des outils autres qu'un instrument usuel, ou sans causer de dommages prévisibles au bâtiment d'habitation. Un mot aussi sur la cueillette de preuves objectives. Ce qu'on attend de l'inspecteur en bâtiment, oui, c'est de recueillir des preuves objectives de ce qui ne va pas, des traces d'efflorescence, un arbre qui est situé trop près des murs de fondation, des taches qui s'apparentent à de la moisissure. Ça prend des preuves objectives de ces observations que l'inspecteur en bâtiment fait. Donc, ce qui ne va pas. Mais aussi ce qui va bien. Il va dans la salle de bain, il constate que tout près du robinet de la salle de bain ou de l'évier de cuisine, il y a une prise avec un détecteur de fuite à la terre. Donc, il va prendre des photographies de ça. Il va prendre des photographies d'une fenêtre qui est en bon état, qui n'a aucune marque de condensation, aucune marque d'humidité sur le rebord de la fenêtre, aucune marque qui s'apparente à de la moisissure. Mais on demande aussi à l'inspecteur en bâtiment de cueillir des preuves objectives de ce qui l'empêche de respecter les exigences de la norme. Est-ce que on va demander, si l'inspecteur en bâtiment, par exemple, il ne pourra pas monter sur la toiture s'il fait son inspection en plein hiver ou si les pentes de cette toiture-là sont au pain brut. Donc, il va devoir recueillir des preuves objectives, le documenter dans son rapport. Si un endroit n'est pas accessible, c'est barré à double tour, ben, il va le mentionner. Je n'ai pas pu aller vérifier la salle électrique du bâtiment parce qu'il n'y avait personne pour ouvrir la porte. Si le fait de toucher quelque chose, s'il croit que ça pourrait amener des dommages au bâtiment d'habitation, ce sont des éléments qui l'empêchent de faire son travail. S'il n'a pas obtenu, le requérant lui dit « j'ai demandé des rapports d'inspection antérieure, le vendeur me dit qu'ils existent, mais il ne veut pas me les donner. » Ben, ce sont des preuves objectives. L'inspecteur garde une copie du courriel dans son dossier d'inspection. On demande aussi que l'inspecteur fasse attention à la présence de certains signes. On ne lui demande pas de confirmer ou d'infirmer, mais s'il voit des signes qui suggèrent la présence potentielle de rongeurs, d'insectes, de bêtes nuisibles, des signes qui suggèrent qu'il pourrait y avoir des dépôts d'ocre, qu'il pourrait y avoir de la pyrite ou de la pyrrhotite sous le bâtiment, qu'il pourrait y avoir des moisissures ou des champignons, ou des risques pour la santé ou l'intégrité physique, des cernes, des taches, des gonflements, de la condensation anormale qui suggèrent qu'il pourrait y avoir eu des infiltrations, des fuites d'eau, des refoulements d'égouts, un drainage inadéquat des fondations, ou que la durée de vie utile des systèmes, des composantes, des appareils serait sur le point d'être atteinte. Il va soulever ces signes-là au requérant, puis il va
la plupart du temps, lui recommander d'obtenir de l'information additionnelle si ce n'est pas de faire réaliser une expertise technique pour obtenir la confirmation ou l'infirmation du doute qui est soulevé quand il observe ces signes-là. L'appréciation de l'état de fonctionnement des appareils observables. Donc, ça requiert la disponibilité du propriétaire du bâtiment d'habitation, du propriétaire de l'unité privée, du représentant du syndicat de copropriété ou du représentant de la coopérative de propriétaires. Donc, vous allez me dire, ce n'est pas si compliqué que ça, mais le comité s'est aussi penché sur le fait que de plus en plus dans les maisons, on va avoir des appareils qui sont contrôlés par une application qui est sur le cellulaire du propriétaire du bâtiment d'habitation, qui est des télécommandes qui sont différentes et propres à chacun des appareils inspectés. C'est la raison pour laquelle on recommande que quand l'inspecteur en bâtiment est face à des situations comme ça, mais qu'il fasse intervenir la personne qui peut faire la mise en marche des appareils pour lui permettre d'apprécier leur état de fonctionnement. Évidemment, si une personne, le propriétaire, par exemple, dit ben, « cet appareil-là, je préfère ne pas le mettre en marche parce qu'il est défectueux », ben, l'inspecteur n'a pas à exiger que l'appareil soit mis en marche. Il va recueillir des preuves objectives. Donc, il va faire une note comme quoi il ne peut pas observer cet appareil-là parce que l'inspecteur l'a déclaré défectueux. Puis, il y a aussi les situations, par exemple, on est en plein hiver, il fait moins 30, on ne demandera pas de faire fonctionner l'appareil de climatisation. Donc, il faut user de son bon sens. Mais toujours, l'inspecteur doit garder des preuves de ce qu'il a observé. Par rapport aux renseignements disponibles qui ont été obtenus en temps utile, on s'attend à ce que l'inspecteur en bâtiment, dans ces documents-là, fasse état, par exemple, de l'atteinte de la fin de la durée de vie utile. Par exemple, surtout dans un cas, par exemple, où l'inspecteur n'a pas été en mesure de monter sur la toiture, mais où la déclaration du vendeur lui dit qu'elle a été installée il y a 20 ans ou 25 ans, bien, peut-être qu'il y a lieu de recommander au requérant de faire des vérifications par rapport à ça. Est-ce que le propriétaire est en mesure de fournir de l'information additionnelle? Est-ce qu'il a des photos de la toiture dans une période où il n'y a pas de neige sur le toit? Même chose s'il voit des risques pour la sécurité ou l'intégrité physique, s'il constate qu'il y a une exigence selon les annexes D ou E qui n'a pas été respectée ou qu'il y avait des recommandations aussi dans les rapports qui n'auraient pas été suivis, ou s'il y a des événements antérieurs qui pourraient avoir une incidence sur l'état du bâtiment d'habitation. Donc, c'est ce qu'on attend de l'inspecteur en bâtiment. Donc, d'aller chercher dans ces documents-là les informations pour lesquelles il serait judicieux que le requérant obtienne davantage qu'il obtienne ce qu'on appelle dans la norme de l'information additionnelle. Les résultats de l'inspection et le rapport d'inspection. Quand l'inspecteur en bâtiment est en présence d'un vice apparent, il y a un arbre qui est trop près des fondations, il y a une fissure qui est observée dans un mur, ce qu'on lui demande de faire, c'est de décrire le problème qui a été détecté, d'établir quelle incidence ce problème-là pourrait avoir sur l'état des parties visées par l'inspection. Quels sont les risques en l'absence de correction? Je pense par exemple à l'arbre. L'arbre pourrait endommager les fondations. Est-ce qu'il y a des signes qui les a endommagés? Non, mais ça pourrait arriver éventuellement. Donc ça, c'est à l'inspecteur en bâtiment de le souligner. Puis, il pourrait aussi, dans certains cas, recommander au besoin d'obtenir de l'information additionnelle. Cette fissure-là, elle est là depuis quand, etc.
Pour un indice de déficience, c'est un petit peu différent du vice apparent. L'indice de déficience, on dit que c'est un signe ou une combinaison de signes qui vont soulever un doute dans l'esprit de l'inspecteur en bâtiment. Il va dans le sous-sol, il constate que il y a de l'efflorescence sur les murs de fondation. Il constate que les vitrages sont embués. En plus, quand il prend des mesures du taux d'humidité, il voit que le taux d'humidité dans le sous-sol est anormalement élevé. Donc, il va utiliser ce qu'il observe, il va décrire le signe, la combinaison de signes, et il va formuler et justifier objectivement une recommandation, soit de faire réaliser une expertise technique ou d'obtenir de l'information additionnelle. Quand c'est un risque pour la sécurité ou l'intégrité physique, l'exemple que je vous donne, donc il doit décrire ce risque-là et établir l'incidence sur l'état des parties visées par l'inspection, recommander comment l'éliminer et les risques de ne pas tenir compte de la recommandation. Un exemple, c'est l'inspecteur en bâtiment va dans la cuisine et il constate qu'il y a des prises, mais qui n'ont pas de détecteur de fuite à la terre, qui sont situées à moins de 1,5 m de l'évier. Donc, il y a un risque d'électrocution pour la personne qui utilise l'évier ou la prise électrique. Donc, l'inspecteur en bâtiment va recommander de remplacer la prise électrique en soulignant le risque d'électrocution si ce n'est pas fait. Il y a aussi des cas où il y a le risque n'est pas nécessairement actif. Je pense entre autres, l'exemple que je donne ici, c'est le cas où il pourrait y avoir de l'amiante dans le bâtiment. Ça peut être à cause de l'âge du bâtiment, ça peut être à cause d'observations que l'inspecteur fait. Il voit qu'il y a de la vermiculite qui est utilisée pour isoler les combles. Donc, le rôle de l'inspecteur, c'est de dire, j'ai vu qu'il y avait un risque possible. Si vous n'y touchez pas, puis là, je me concentre sur le cas de l'amiante, puis je vous laisse le soin de voir dans d'autres circonstances ce qui s'applique, mais l'amiante, ce n'est pas dangereux tant qu'on n'y touche pas. Donc, c'est ça qu'il faut que l'inspecteur dise au requérant. Il y a un risque qu'il y ait de l'amiante. Si vous n'y touchez pas, le risque n'est pas activé. Donc, par contre, si vous envisagez de faire une modification, vous envisagez d'enlever un recouvrement de plancher qui pourrait contenir de l'amiante, bien, là, il va falloir faire vérifier si effectivement le recouvrement de plancher ou si la vermiculite dans l'entretoit contient de l'amiante. Et il faut que l'inspecteur en bâtiment souligne les conséquences possibles si l'expertise confirme qu'il y a effectivement présence d'amiante. Donc, à ce moment-là, bien, si c'est des tuiles au plancher qui contiennent de l'amiante, il faut que l'inspecteur en bâtiment établisse que si vous prévoyez enlever ces tuiles-là, tant que vous n'y touchez pas, il n'y a pas de problème. Si vous prévoyez les enlever, bien, il y a lieu de souligner que ça devra être fait par une firme spécialisée. Par rapport aux recommandations, je veux quand même faire la distinction entre l'expertise technique et l'information additionnelle. Encore là, je vous recommande, ils ne sont pas soulignés ici parce que on l'a souligné juste une fois dans la présentation, mais je vous recommande quand même d'aller voir les définitions. Si la recommandation est une recommandation d'expertise technique, donc un travail qui est fait par un expert, quelqu'un qui s'y connaît, bien, le rôle de l'inspecteur en bâtiment, c'est d'établir ce qu'elle est censée permettre d'expliquer ou de vérifier, cette expertise technique-là. À quelle personne, quelles sont les qualifications de la personne à qui l'expertise technique devrait être confiée et quelles sont, ici, excusez-moi,
Ici, ce n'est pas le risque de ne pas tenir compte de la réglementation, c'est recommandations. Je ferai la correction dans la présentation. Donc, quels sont les risques de ne pas tenir compte de la recommandation de faire une expertise technique? Il y a, par exemple, l'inspecteur en bâtiment a recommandé d'aller vérifier le drain de fondation. Qu'est-ce qui va arriver si le requérant passe outre puis qu'il décide d'acheter quand même puis qu'il se retrouve avec une infiltration d'eau quelques années plus tard? Bien, c'est le rôle de l'inspecteur de dire, moi, je recommande d'aller vérifier l'état ou le fonctionnement du drain de fondation, mais si vous ne le faites pas, puis qu'il y a le risque, c'est que vous pourriez avoir une infiltration d'eau éventuellement. Ça, c'est par opposition. Donc, ça, c'est l'expertise technique. L'information additionnelle, je vous rappelle que c'est une précision que l'examen attentif ne peut pas fournir. Donc, c'est une précision que l'inspecteur en bâtiment va recommander au requérant d'obtenir. Donc, il va lui dire, comme dans l'exemple que je donnais tout à l'heure, je n'ai pas pu aller vérifier l'état de la toiture. Par contre, les documents me soulignent qu'elle aurait été installée depuis plus de 20 ans. Est-ce que tu peux obtenir de l'information sur quel genre de revêtement de toiture avait été installé, quelle durée il devait avoir? Donc, c'est le rôle de l'inspecteur en bâtiment de préciser ça. Par rapport au rapport d'inspection, ce qu'il doit contenir, pas de cases à cocher. Donc, ce qu'on veut voir dans les rapports d'inspection, c'est une rédaction sous forme d'un texte descriptif. On veut qu'un langage simple soit utilisé, que ce soit clair, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, qu'on précise clairement les expertises techniques et l'information additionnelle que le requérant devrait obtenir avant de prendre sa décision concernant la transaction immobilière qu'il envisage. Le rapport d'inspection doit être signé par l'inspecteur en bâtiment qui était responsable de l'inspection. Et à moins qu'il y ait une autorisation expresse pour la remise du rapport en format électronique, donc si l'autorisation expresse existe et qu'elle n'a pas été enlevé parce que le requérant a toujours le choix de l'enlever. Le rapport peut être remis en format électronique, mais si cette autorisation expresse là n'existe pas ou n'existe plus, donc l'inspecteur en bâtiment n'a pas d'autre choix que de remettre un rapport en format imprimé. Par rapport au dossier en lien avec l'inspection, puis là, je vois que le temps file quand même, là, donc je fais... mais il ne reste plus beaucoup il me reste quelques diapositives. Donc, le dossier en lien avec l'inspection. Ce que la norme établit, c'est ce que le dossier doit contenir. Et ce que le dossier doit contenir, ça a été établi dans le but de protéger l'inspecteur en bâtiment dans l'éventualité où il y aurait une poursuite contre lui. La norme n'établit pas un délai pendant lequel ces documents-là doivent être conservés. Par contre, quand on sait que le Code civil du Québec ne prévoit pas d'expiration à la garantie par rapport à l'absence de vice caché, on ne peut que recommander que ces dossiers-là soient gardés le plus longtemps possible. Parce qu'un vice caché pourrait être découvert 20, 25 ans après l'inspection. Et là, si l'inspecteur en bâtiment n'a pas conservé ces dossiers, bien, il n'aura pas ce qu'il faut pour se défendre vis-à-vis de la Cour. Dans le chapitre 12 de la norme, et là, je n'entrerai pas dans les détails de ce que ça contient, mais par rapport aux différents systèmes qui sont identifiés ici, la norme décrit la portée de l'inspection, ce sur quoi elle doit porter, s'il y a des appareils à vérifier, des vérifications particulières à faire par rapport à certains appareils,
quelles sont ces vérifications-là. Et elle fournit aussi en deuxième partie de chacune des sections une liste non exhaustive, je le précise, parce que c'est certain que le comité ne pouvait pas prévoir toutes les situations auxquelles un inspecteur peut être confronté, mais un certain nombre de guides par rapport aux résultats qui sont attendus d'une inspection qui est réalisée selon les exigences qui sont décrites dans la norme. Et enfin, je souligne que la norme comporte 6 annexes différentes, là, qui sont les annexes A, de A à F. L'annexe A, c'est qu'elle précise, ce sont les limites inhérentes à une inspection qui est réalisée conformément à la norme. Donc, ce qu'elle établit, en fait, l'annexe A, c'est les résultats que l'inspection ne permet pas d'atteindre. L'annexe B, je vous en ai parlé un petit peu plus tôt dans la présentation, donc c'est un document d'information à remettre avant l'inspection. Le schéma de réalisation de l'inspection, c'est un aide-mémoire ou un support qu'un inspecteur peut, s'il le désire, utiliser pour les explications qu'il va donner concernant le déroulement de l'inspection. Les annexes D et E, j'en ai aussi parlé, là, ce sont les renseignements que l'inspecteur va demander au requérant d'obtenir pour les bâtiments de catégorie 2 ou pour les coopératives de propriétaires, donc c'est l'annexe E. Et l'annexe F est la déclaration du vendeur dans le cas où une transaction immobilière est faite sans qu'il y ait un courtier qui soit impliqué. Donc, ça complète ma présentation. Je souligne que c'est un travail d'équipe qui a été fait avec l'ensemble des membres du comité de normalisation qui, comme je vous l'ai mentionné en début de présentation, a fait un travail extraordinaire pour arriver à la norme BNQ 3009-500. Là-dessus, je retourne la parole à Alexandrine. Super, merci beaucoup pour la présentation. On a déjà plusieurs questions qui nous ont été envoyées, donc on va pouvoir commencer dès maintenant à répondre aux questions. Je rappelle là encore une fois qu'on répond seulement aux questions qui concernent la norme, puis qu'advenant qu'on n'ait pas suffisamment de temps, on va répondre là, aux questions par écrit. Vous en serez avisés en même temps, en fait, là, que la disponibilité de l'enregistrement et de la présentation là, qui seront rendues là, accessibles à tous. Donc, peut-être pour commencer, on a eu une précision comme de quoi que c'était la première norme québécoise. Donc, c'est un bon point. Il existe une norme canadienne. Est-ce que c'est possible de nous résumer rapidement quelles seraient les différences majeures entre la référence québécoise et la norme canadienne qui existait déjà? Les différences, ben c'est une approche qui est totalement différente, la façon dont on a élaboré la norme québécoise. Donc, on a essayé de prévoir toutes les situations auxquelles un inspecteur est confronté, puis on a aussi tenu compte du contexte québécois. Par exemple, la déclaration du vendeur qui sont faites parce qu'il y a un courtier immobilier d'impliqué, donc où les formulaires de l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec, l'OACIQ, doivent être utilisés. Les règles aussi concernant en fait, je dois préciser que les pratiques qui sont décrites dans la norme BNQ 3009-500, vous aurez remarqué qu'on a défini les bâtiments d'habitation, mais on n'a pas identifié les types de propriétés. C'est la même façon de procéder, peu importe que ce soit un bâtiment qui est en copropriété divise, en copropriété indivise, que ce soit une coopérative de propriétaires,
les mêmes façons de faire s'appliquent peu importe le bâtiment. À ma connaissance, la norme nationale du Canada ne s'applique pas pour les cas de copropriété. Donc, ce seraient les principales différences. Donc, tenir compte du contexte spécifique du Québec, puis une norme qui s'applique peu importe le type de propriété. Merci beaucoup. Une question aussi qui revient beaucoup, c'est à savoir si la norme est applicable au Québec dès maintenant. Je pense que ça serait bien là, de préciser un petit peu c'est quoi la différence entre l'application actuellement qui est volontaire et une application là, qui pourrait être rendue obligatoire par un processus là, qui serait plus légal. En fait, comme on le dit, la norme actuellement est une norme d'application volontaire, comme toutes les normes du BNQ. Au départ, elles sont d'application volontaire, sauf dans le cas où une autorité de réglementation décide d'imposer que ce soit cette norme-là à l'exclusion de tout autre qui soit utilisée. Actuellement, donc, on a une norme qui est publiée, mais on n'a pas, la Régie de bâtiment du Québec n'a pas encore établi de règlement par rapport à l'inspection des bâtiments. Donc, la norme, elle est d'application volontaire, elle existe, elle peut être utilisée par les personnes qui souhaitent l'utiliser. Et c'est seulement si la Régie du bâtiment du Québec décide d'obliger qu'elle soit utilisée qu'elle deviendra obligatoire. Mais oui, elle peut être utilisée dès maintenant. On pense, ce n'est pas, je ne pense pas que les façons de faire qui sont décrites dans la norme soient différentes, tellement différentes des pratiques actuelles des inspecteurs en bâtiment. C'est juste qu'on apporte des précisions sur, on a essayé avec le comité de réfléchir à toutes les situations possibles qui pourraient se présenter. Merci. Une autre question qui revient beaucoup, c'est concernant les caméras thermiques, à savoir est-ce que c'est possible d'utiliser des caméras infrarouges dans le cadre des inspections? Bon, ça, c'est une question que le comité s'est posée. Je l'ai mentionné à quelques reprises pendant la présentation. Une caméra thermique, c'est un instrument pour lequel il faut suivre une formation pour être en mesure de l'utiliser correctement. C'est un instrument aussi qui demande de suivre aussi des formations pour être en mesure d'interpréter correctement les résultats qu'on obtient avec ce genre d'appareil-là. Donc, le comité n'a pas voulu imposer l'utilisation de ces appareils-là, mais n'a pas voulu non plus empêcher que ce soit offert comme service supplémentaire par la personne qui détient les formations par rapport à l'utilisation ou l'interprétation des résultats. Excusez-moi. Parfait. Bon, ici, on a une question qui demande, est-ce qu'il serait possible d'utiliser la déclaration du vendeur, du proprio, à la place de celle en annexe de la norme? Ben, ce qu'on veut faire, c'est s'assurer que tous les inspecteurs, dans le fond, utilisent les mêmes documents de référence. Donc, c'est pour ça qu'on a fourni un exemple de déclaration du vendeur. Mais si vous allez voir dans la norme, ce qu'on dit aussi, c'est que ce n'est pas que le formulaire qui est là est à titre informatif, donc il n'a pas de valeur normative. Donc, on n'a pas dit dans la norme que c'est nécessairement celle-là, mais ce qu'on recommande, c'est que ce soit celui-là qui soit utilisé. Super. Est-ce qu'il y aura des exemples de contrats de service qui pourraient être fournis? Ce n'est pas le rôle du comité d'établir le type de contrat de service. Ce que le comité a fait, c'est identifier quels sont les éléments essentiels qui, selon la norme, doivent absolument se retrouver dans le contrat de service qui sera utilisé.
Parfait. Ici, s'il vous plaît, précisez que c'est bien le requérant qui doit demander les documents tels que le rapport GCR, autre rapport d'inspection, rapport d'expertise, demande de renseignement du syndicat de copropriété et non pas l'inspecteur. Donc, c'est ça. L'inspecteur, lui, comme je l'ai dit, l'inspecteur doit demander au requérant parce que la relation, elle est entre l'inspecteur et le requérant. Donc, lui, l'inspecteur, il n'a à rendre de compte qu'au requérant et il n'a à demander des choses qu'au requérant. Donc, il va préciser au requérant, j'ai besoin de tel et tel document pour faire mon travail et c'est le rôle du requérant de les obtenir et de les fournir à l'inspecteur. comment sommes-nous supposés savoir qui a des droits sur un bâtiment en copropriété pour les aviser de l'inspection? Ben, si c'est un bâtiment en copropriété divise, c'est sûr que c'est le syndicat de copropriété qui va être en mesure de répondre à cette question-là. Dans le cas des coopératives de propriétaires, ben, ça va être la coopérative comme telle qui va être en mesure d'établir qui a des droits sur le bâtiment. Puis comme on sait que la norme est d'application volontaire actuellement, on demande est-ce que cette norme peut protéger l'inspecteur en cas de dossier en cours de justice? Mais c'est un document, la norme BNQ 3009-500, c'est un document qui a été élaboré par un organisme d'élaboration de normes reconnu, avec un processus qui est reconnu. Donc oui, c'est une référence, à mon avis, qui peut être utilisée pour se défendre devant une cour de justice. Parfait. Ici, on a parlé de l'amiante un petit peu plus tôt dans la présentation. On pose une question. Est-ce possible de simplement ajouter les informations générales là, en lien avec l'amiante dans une section du rapport pour expliquer les dangers ou il faut que ce soit rementionné là, à chaque fois, par exemple pour le grenier, plancher, tuiles, et donc de rementionner là, à toutes les fois quels sont les dangers? Bien, je dirais que je pense que ça peut se faire dans une annexe. Là. Je pense le comité n'a pas voulu imposer un format de rapport. Par contre, est-ce que c'est une annexe qui doit se retrouver dans tous les rapports? Je vous dirais que non, parce que si l'inspecteur n'a aucune raison de croire qu'il peut y avoir de l'amiante dans le bâtiment qu'il a inspecté, il n'a pas à alerter le requérant quant au risque qu'il y ait de l'amiante dans le bâtiment. Ce qu'on veut, c'est que le rapport ne contienne que des informations qui sont directement en lien avec ce que l'inspecteur a constaté lorsqu'il a fait son inspection. Parfait. Il est indiqué dans l'annexe A, sous la section R, que l'inspecteur n'a pas à tenir compte de tous les rappels existants en lien avec les composantes. Est-ce que cela signifie qu'il doit tenir compte de certains rappels? Et si oui, dans quel contexte faut-il noter ces rappels? Bien, en fait, pourquoi on dit qu'il n'a pas à tenir compte de tous les rappels, c'est que l'inspecteur ne peut pas tous les connaître. Là. Il y a des rappels sur des composantes d'un bâtiment d'habitation selon ce qui a été mentionné au comité de normalisation. Il peut en exister une multitude. Par contre, un inspecteur qui est au courant d'une information, qui sait, par exemple, que tel type de thermostat présente tel danger, ce ne serait pas correct qu'il taise cette information-là sous prétexte qu'il n'a pas à connaître tous les rappels qui existent. S'il est au courant de quelque chose, c'est son rôle d'en informer son client. Parfait. Ici, doit-on tenir compte de l'année de construction dans le cas de sécurité, par exemple pour les prises DDFT? Non, parce qu'en fait, ce que le comité a établi, puis il s'est posé la question, c'est une question qui est revenue souvent lors de la consultation publique. Et ce que le comité a statué, c'est que un risque, c'est un risque, peu importe l'âge du bâtiment.
S'il y a un risque d'électrocution parce qu'il n'y a pas de prise de DDFT dans une cuisine ou dans une salle de bain, c'est aussi vrai pour le bâtiment qui a été construit il y a 5 ans que pour le bâtiment qui a été construit il y a 50 ans. Donc, le risque est là. Donc, c'est pour ça qu'on ne demande pas de tenir compte de l'âge du bâtiment. Donc, mais par contre, ce qu'on s'attend de l'inspecteur, c'est qu'il soit au fait des plus récentes dispositions en matière de sécurité. Par exemple, les prises des DFT, là, je pense que c'est depuis 2011 que c'est obligé dans les cuisines, que l'obligation existe pour les cuisines. L'inspecteur doit être au courant de ça. À partir de 2011, il aurait dû savoir que ça existait. Mais, et c'est sur cette exigence-là qu'il sait qu'elle existe, qu'il va se baser pour établir qu'il y a un risque autant dans le bâtiment qui a été construit avant 2011 que de celui qui a été construit après. On a une question ici. Pourquoi parlons-nous tant de résultats attendus? Ben, de résultats attendus, ben, ce sont ceux que l'inspecteur, s'il fait une inspection qui est conforme à la norme BNQ 3009-500, ce sont ce sont les choses qu'il ne devrait pas manquer lors de son inspection. Merci. On demande ici, est-ce que la forme du rapport est aussi normalisée afin d'en faciliter sa lecture? Non, le comité n'a pas voulu aller là. Donc, ce qu'on veut, ce sont ce qui est défini à la section rapport. Donc, ce qu'on souhaite voir dans le rapport, c'est un texte descriptif. Donc, de ne pas dire, par exemple, pas avoir par rapport à un vice apparent, simplement une case qui dit conforme ou non conforme, mais qui va dire c'est quoi le vice apparent? En quoi, qu'est-ce que ça représente, l'observation de ce vice apparent-là? Et est-ce qu'il y a une recommandation par rapport à ce vice apparent-là? Aller chercher de l'information additionnelle ou autre chose. Donc, ça, c'est clairement défini dans la norme, ce qu'on souhaite voir dans le rapport d'inspection. Parfait. On a déjà dépassé de quelques minutes. On a quand même répondu à plusieurs questions. Il en reste évidemment là, plusieurs en suspens. Donc, comme on vous a mentionné plus tôt, on va pouvoir répondre à ces questions par écrit. On va bonifier le document questions-réponses que le BNQ a déjà mis en ligne. Donc, vous serez avisé par courriel en même temps que le courriel, en fait, qu'on va vous aviser que l'enregistrement et la présentation sont disponibles sur notre site Web. Donc, on vous remercie d'avoir participé en grand nombre ce matin. Ça démontre réellement l'intérêt pour la norme. Puis, on espère que la présentation d'aujourd'hui vous a éclairé un petit peu et vous a aidé peut-être à vous poser les bonnes questions pour développer les bons réflexes dans le cadre de vos activités quotidiennes en lien avec la norme. Donc, on vous remercie beaucoup. Puis, on peut demeurer disponible aussi là, par courriel pour répondre aux questions, mais sachez que les questions qui sont en suspens vont être répondues. Donc, on vous remercie, on vous souhaite une belle journée.